Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans la chaîne Cupid2M Consulting. Alors, tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées et bien sûr pour que vous nous encouragez aussi à réaliser des autres vidéos et à partager avec vous notre expérience ou bien nos expériences toujours dans le domaine industriel, que ce soit dans la qualité, dans le QHSE, dans la production, dans l'environnement, dans la maintenance et même dans la logistique et tout ce qui est gestion industrielle en général. Donc aujourd'hui, ou bien la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de répondre à l'ensemble des questions, bien sûr, dans le but de maîtriser et de savoir comment vous pouvez mettre en place votre système de management de la qualité, ou bien l'environnement, ou bien même santé sécurité au travail. Alors, pour répondre à ces questions, donc, il faut savoir tout d'abord que la norme n'exige pas, bien sûr, une méthode ou bien un outil pour maîtriser ou bien pour analyser vos enjeux. C'est-à-dire, la norme, il exige l'essentiel d'analyser tout simplement les enjeux. Mais comment, quels sont les outils, etc. C'est à vous, bien sûr, d'utiliser votre propre moyen, votre savoir, votre connaissance, etc. Mais bien sûr, je vais partager avec vous un ensemble des outils que vous pouvez les utiliser tout simplement pour être conforme à cette exigence. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de l'analyse des enjeux, donc c'est une exigence qui a pour but tout simplement de se situer ou bien de situer l'organisme objet de la mise en place d'un système de management de la qualité par rapport à son environnement. Donc, que ce soit son environnement interne, environnement externe, etc. Donc, lorsqu'on parle de l'environnement interne, donc, on parle aussi des points forts de la société, la maîtrise de la société, les ressources de la société, etc. Et lorsqu'on parle au système, ou bien lorsqu'on parle de l'environnement externe, donc on parle aussi de la société ou bien de l'organisme par rapport aux concurrents, par rapport à tout ce qui est tout simplement partie intéressée externe ou bien tout ce qui est environnement externe, le marché, la demande, etc. Donc, parmi les outils que vous pouvez utiliser pour répondre à cette question, ou bien pour répondre à cette exigence, vous pouvez utiliser l'un des outils qui est très connu. Donc, tout simplement, on peut utiliser la matrice SWOT. Donc, la matrice SWOT, c'est assez simple. Donc, il sert tout simplement à parler ou bien à détailler la société, ou bien à situer la société, ou bien l'organisme par rapport à ses faiblesses, par rapport à ses points forts ou bien par rapport à ses forces. Donc, lorsqu'on parle des forces et des faiblesses, donc on parle tout simplement de l'environnement interne ou bien les enjeux internes. Donc, toujours dans la partie faiblesse et force, donc vous pouvez utiliser les faiblesses et les forces relatives aux ressources humaines, relatives à tout ce qui est marketing, relatives à tout ce qui est gestion et organisation dans l'organisme, relative à tout ce qui est moyens aussi utilisés, etc. Donc, c'est-à-dire même aussi au niveau financier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des faiblesses ou bien des forces relatives à tout ce qui est financier dans la société, etc. Donc, tout simplement pour se situer par rapport à l'environnement interne. Lorsqu'on parle de l'environnement externe ou bien des enjeux externes, donc on peut utiliser tout ce qui est menaces et opportunités. Et la même chose, donc on parle toujours dans l'analyse des enjeux via l'outil SWOT. Donc pour la partie externe ou bien pour tout ce qui est environnement externe. Donc, on parle du marché, c'est-à-dire la part du marché de la société. On parle de la concurrence. On parle du besoin de produits ou services par rapport au marché. On parle aussi de la situation
global du milieu externe de la société. On peut parler aussi de la politique légale et réglementaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des opportunités ou bien des menaces relatives à la politique légale, c'est-à-dire une interdiction d'utilisation d'une matière ou bien d'un produit, ou bien est-ce qu'il y a l'opportunité c'est-à-dire l'apparition des nouveaux clients qui ont besoin de produits ou bien de notre produit, etc. Donc, tout simplement, parmi les meilleures méthodes que vous pouvez utiliser pour analyser les enjeux, donc on peut parler de la matrice de SWOT. Il y a aussi des autres moyens ou bien des autres outils. Donc, on peut utiliser tout simplement ce qu'on appelle un business plan ou bien une étude projet, parce qu'on sait bien aussi que l'étude projet ou bien un business plan relatif à un organisme, donc, il sert aussi à analyser tout ce qui est interne et tout ce qui est externe. Donc, tout ce qui est externe, donc, c'est-à-dire la concurrence aussi, c'est-à-dire le marché, c'est-à-dire le besoin du marché à ce produit, c'est-à-dire l'offre aussi relative à ce produit. Donc, tout simplement, on parle de l'étude faisabilité d'un projet ou bien de l'existence d'un organisme quelconque. Et aussi, de la même façon, donc, on peut parler de notre ressource, de notre situation financière, de notre budget pour réaliser un projet, etc. Ou bien pour le budget global de la société, les salariés, tout ce qui est direction, organisation, etc. Donc, tout simplement, on parle dans ce cas-là d'études ou bien d'analyse des enjeux qui sont internes. Donc, on peut, comme j'ai dit, donc utiliser un business plan. Et bien sûr, dans notre business plan, donc on aura bien sûr une étude faisabilité, on aura une étude financière, une étude technique, bien sûr, pour savoir quels sont les outils et les machines, les technologies avec lesquelles on va travailler ou bien avec lesquelles on travaille déjà, etc. Donc, tout simplement, on peut parler aussi d'une autre méthode pour analyser les enjeux qui est le business plan. Il y a aussi des autres méthodes. Donc, il y a parmi les méthodes qui sont très connues aussi. Donc, il y a la matrice de Pestel ou bien la classification Pestel. Donc, la même chose. Donc, c'est Pestel. Donc, c'est une abréviation. Chaque lettre, bien sûr, il signifie quelque chose. Par exemple, lorsqu'on parle de P, donc c'est politique. Donc, c'est-à-dire, on peut classifier tout ce qui est en jeu de l'organisme par rapport à tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, tout ce qui est social, tout ce qui est technologique, etc. Donc, PESTEL, donc, c'est-à-dire, on doit parler de tout ce qui est politique, légal, etc. Donc, on essaye de rassembler tout ce qui est politique lié à l'organisme ou bien à la société objet de la mise en place de la norme ISO 9001 version 2015 ou n'importe quelle norme. On peut aussi classer les enjeux selon tout ce qui est économique, donc c'est-à-dire le marché, l'offre, la demande, etc. Donc on parle de tout ce qui est économique. On parle aussi de tout ce qui est social, on parle aussi de tout ce qui est technologique, etc. Donc technologique, c'est-à-dire est-ce que l'organisme utilise des nouvelles technologies? Est-ce qu'il utilise des anciennes technologies, etc. Donc, tout ça dans la partie relative tout simplement à l'analyse des enjeux en utilisant la méthode de Pestel. Donc, généralement, donc, on a parlé pour répondre à ces questions à trois outils qui sont connus, bien sûr, pour analyser vos enjeux. Donc, on parle de la matrice SWOT, on a parlé aussi de business plan, bien étude projet, on a parlé de la matrice Pestel. Juste aussi, vous pouvez utiliser une combinaison entre deux moyens, bien deux outils. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui utilisent une combinaison entre la matrice Pestel et la matrice SWOT. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on parle de tout ce qui est enjeu externe, donc on peut utiliser tout ce qui est politique, donc dans la matrice Pestel, tout ce qui est économique, tout ce qui est légal, tout ce qui est social, tout ce qui est technologique, etc. Donc c'est voilà, donc vous pouvez combiner entre les deux outils qui est la matrice SWOT et la matrice Pestel. Donc voilà, c'est la réponse relative à ces questions. Alors, pour répondre à ces questions, donc déjà, on doit savoir que c'est une question liée au chapitre 4, donc c'est plus précisément 4.3, donc c'est-à-dire l'analyse des parties intéressées. Donc, tout d'abord, on doit définir c'est quoi une partie intéressée.
Donc, une partie intéressée, c'est toute organisation qui a bien sûr un impact ou bien une relation avec un système ou bien un organisme ou bien un autre organisme. Donc, soit partie intéressée interne ou bien externe, par exemple, tout ce qui est client, tout ce qui est fournisseur, etc. Ou bien pour tout ce qui est partie intéressée interne, c'est-à-dire les salariés, la direction, etc. Donc, pour se conformer à cette exigence ou bien pour répondre à cette exigence, donc, on doit savoir qu'il y a deux parties dans la question. Donc, premièrement, comment identifier et analyser les parties intéressées. Donc, c'est-à-dire, on va voir ou bien on va répondre à cette question en déterminant quels sont les outils ou bien les méthodes pour identifier les parties intéressées selon la pertinence. Parce que la norme exige que chaque organisme doit déterminer quelles sont les parties intéressées qui sont pertinentes. Et ensuite, la deuxième partie dans la question, c'est comment analyser ou bien les attentes et les besoins de ces parties intéressées. Donc, pour répondre à la première partie de la question, donc, premièrement, comment identifier ou bien on doit tout d'abord identifier et déterminer nos parties intéressées en général. Donc, pour déterminer les parties intéressées en général, donc on peut utiliser le brainstorming, c'est-à-dire en réalisant des entretiens, des réunions, des débats, etc. avec des personnes pour savoir quelles sont, soit des personnes internes ou externes pour savoir quelles sont les parties intéressées. On peut aussi identifier les parties intéressées à partir de la maîtrise de notre activité, c'est-à-dire supposons par exemple qu'on est une société qui fabrique un produit, une société qui commercialise un produit, etc. Donc tout simplement, bien tout évidemment, donc on peut identifier comme partie intéressée, c'est-à-dire les clients, parce que tout simplement on aura besoin des personnes, bien des clients pour vendre notre produit. On peut identifier aussi les fournisseurs parce que tout simplement, on achète des matières, on achète des consommables, etc. pour transformer notre produit. On peut identifier les salariés, la direction, les banques, par exemple, si on est, par exemple, une société qui est déjà certifiée, etc. Donc, on peut identifier les organismes de certification comme étant les parties intéressées. Par exemple, les labos, si on travaille avec des labos externes, etc. Donc, ensuite, dès qu'on identifie ces parties intéressées, donc on aura besoin de déterminer quelles sont les parties intéressées qui sont pertinentes, ou bien on aura besoin de classer les parties intéressées identifiées selon la pertinence. Donc, pour les méthodes et les outils utilisés pour classer ces parties intéressées, donc on peut utiliser ce qu'on appelle le sphère des parties intéressées. Donc, pour le sphère des parties intéressées, tout simplement, donc c'est très simple. Donc, on met au milieu du sphère notre organisme objet de la certification, ou bien en général objet de la mise en place du système de management de la qualité. Et ensuite, selon l'impact, on met nos parties intéressées. C'est-à-dire, si nous avons une partie intéressée qui a un grand impact sur notre système de management de la qualité, donc on va le mettre tout simplement proche de notre organisme, c'est-à-dire proche du centre de sphère. Et ensuite, on doit mettre les autres selon l'impact, c'est-à-dire le plus, ou bien la partie intéressée qui a un grand impact, c'est proche de centre de sphère, et par exemple, qui a un petit impact ou bien un impact mineur sur notre organisme, on va le mettre loin de notre partie intéressée. Parmi aussi les méthodes et les meilleures méthodes qu'on peut les utiliser aussi pour analyser les parties intéressées selon la pertinence, donc on peut utiliser ce qu'on appelle la matrice de Mitchell. Donc la matrice de Mitchell aussi, c'est un outil ou bien c'est une méthode qui consiste à déterminer la stratégie de travail avec la partie intéressée en se basant sur deux critères essentiels. Donc, le premier critère, c'est le pouvoir, c'est-à-dire est-ce que cette partie intéressée a un grand pouvoir sur notre organisme. Par exemple, si on prend le client, donc le client, il a un grand impact, il a un grand pouvoir sur l'organisme parce que le fait de ne pas travailler avec nous, donc ça va poser des problèmes pour l'organisme, on va pas augmenter notre chiffre d'affaires, etc. Donc, tout simplement, on peut dire que le client est une partie intéressée qui a un grand impact, ou bien plutôt un grand pouvoir sur notre organisme. Et le deuxième critère, c'est l'intérêt. Donc, c'est-à-dire, est-ce que cette partie intéressée, elle a un grand intérêt sur notre organisme, ou bien elle a un intérêt faible sur notre organisme.
Donc, toujours dans le cas du client, donc le client, il a un pouvoir, comme nous avons vu, sur notre organisme. Par contre, il a un intérêt très faible parce que s'il ne travaille pas avec nous, donc facilement, il peut trouver un autre fournisseur ou bien un autre organisme qui va travailler avec. Par contre, si on prend comme partie intéressée le fournisseur, donc c'est le contraire. Donc, c'est-à-dire, on peut dire que le fournisseur il a un intérêt très fort et un pouvoir très faible. Parce que tout simplement, si ce fournisseur ne travaille pas avec nous, donc il va perdre du chiffre d'affaires, etc., etc. Par contre, si nous, par exemple, on ne travaille pas ou bien on ne travaille pas avec ce fournisseur, donc on peut trouver facilement un autre fournisseur pour travailler avec. Comme on peut trouver des parties intéressées qui ont un pouvoir et un intérêt très élevé, ou bien le contraire, donc un pouvoir très faible et un pouvoir, et bien un intérêt aussi très faible. Et comme j'ai dit, donc pour la matrice de Mitchell, il consiste à déterminer la stratégie selon le pouvoir et l'intérêt. Dans le cas où la partie intéressée elle a un grand pouvoir et un intérêt faible, dans ce cas-là, on aura besoin de satisfaire ou bien d'adopter une stratégie de satisfaction de cette partie intéressée. Donc, c'est-à-dire, on doit essayer de satisfaire cette partie intéressée, bien sûr, en mettant des stratégies, en mettant des actions, par exemple, lorsqu'on parle des clients. C'est pour ça qu'on entend toujours le mot satisfaction client, parce que tout simplement, le client, il a un grand pouvoir et un intérêt très faible. Donc, en utilisant, par exemple, la langue de satisfaction client, on utilise l'écoute au client, on utilise traitement des réclamations client, etc. Donc, on peut mettre plusieurs actions pour satisfaire ou bien pour adopter la stratégie satisfaire. Par contre, si la partie intéressée, il a un grand intérêt et un pouvoir faible, dans ce cas-là, on aura besoin d'adopter une stratégie d'évaluation. Donc, évaluer cette partie intéressée. C'est pour ça aussi on entend le mot évaluation des prestataires externes ou bien des fournisseurs. Donc, c'est-à-dire pour qu'on puisse choisir le meilleur des fournisseurs, etc. Donc, on aura besoin tout simplement d'adopter la stratégie d'évaluation des fournisseurs. Par contre, lorsque la partie intéressée elle a un grand pouvoir, elle a un grand intérêt, c'est-à-dire dans ce cas-là, comme le cas des salariés, par exemple, parce que les salariés, on peut dire que le pouvoir et l'intérêt sont très forts, donc parce que dans le cas où la société, par exemple, elle a des problèmes, etc., donc les salariés, ils vont perdre leurs emplois, etc., et vice-versa, si, par exemple, les emplois ne travaillent pas, ou bien plutôt, les salariés ne travaillent pas, donc automatiquement la société ou bien l'organisme, il va perdre du chiffre d'affaires, il va perdre de la prod, etc. Donc tout simplement, on peut dire que le pouvoir et l'intérêt sont très forts pour la partie intéressée salariée. Dans ce cas-là, selon la matrice de Mitchell, on aura besoin d'adopter ce qu'on appelle la matrice ou bien ce qu'on appelle la stratégie de management ou bien manager ou bien gérer. C'est pour ça qu'on entend aussi management des ressources humaines ou bien la gestion des ressources humaines, etc. Et ce qui reste, par exemple, donc si dans le cas la partie intéressée a un intérêt très faible et un pouvoir très faible aussi, dans ce cas-là, on peut même ne pas mettre la partie intéressée parce que ce ne sera pas une partie intéressée qui est tout simplement pertinente. Donc, ça suffit, par exemple, d'adopter la stratégie de suivi, donc c'est-à-dire de suivre cette partie intéressée. Donc, voilà une méthode pour analyser les parties intéressées ou bien classer les parties intéressées selon la pertinence. Pour les attentes et les besoins aussi, donc on peut identifier les attentes et les besoins de chaque partie intéressée en utilisant des réunions, en utilisant le brainstorming, en utilisant l'écoute à cette partie intéressée, en utilisant aussi la maîtrise de notre activité, etc. Par exemple, lorsqu'on identifie comme partie intéressée le client, donc on sait bien que parmi les attentes et les besoins de cette partie intéressée, donc on peut identifier tout ce qui est la livraison d'un produit conforme, tout ce qui est traitement des réclamations des clients. On peut identifier aussi une bonne communication. On peut identifier aussi l'écoute à ses clients. On peut identifier aussi plusieurs attentes, par exemple une facilité de négociation, etc. Donc, ce sont tout simplement des attentes et des besoins. Pour
la pertinence des attentes et des besoins. Donc, on peut les classer aussi selon plusieurs classes. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une exigence, surtout par exemple lorsqu'on parle d'une exigence d'une partie intéressée sous forme écrite d'un contrat ou bien d'une norme, etc. Donc, ce sera une partie ou bien une attente ou bien un besoin qui est tout simplement, on peut le classer sous forme exigence. Si par exemple il y a des autres attentes et besoins moins qu'une exigence, on peut l'identifier comme étant une attente pertinente, une attente simple, etc. Donc ça dépend tout simplement à notre relation, ou bien ça dépend au niveau de l'attente et besoin. Donc voilà les méthodes que vous pouvez utiliser pour analyser ou bien pour répondre à cette question relative à l'analyse des parties intéressées, leurs attentes et leurs besoins.